Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Nous allons à cette émission nous repencher sur l'aide médicale à mourir. Rappelez-vous, nous avions parlé à ce micro du rapport de la Commission québécoise Mourir dans la dignité qui avait donné le projet de loi 52, adopté il y a 5 ans et appliqué depuis décembre 2015. Cette loi québécoise ressemble en partie à la loi fédérale, mais pas tout à fait. En fait, la loi C14 fédérale décriminalise selon certains critères l'aide médicale à mourir, tandis que la loi provinciale se concentre plus sur les procédures de consentement pour pouvoir poser ce geste ultime. 2 citoyens québécois atteints de maladies incurables, Nicole Gladu et Jean Truchon, contestent actuellement les restrictions de ces 2 lois. Leur cause, portée devant le tribunal de la Cour supérieure, vise à faire modifier les critères trop restrictifs de ces lois, comme l'imminence de la mort et le consentement final. Ainsi, la personne doit être apte à le donner en toute conscience, une aptitude qui peut faire défaut lors de certaines maladies, telles que la maladie d'Alzheimer. 6 ordres professionnels, l'ordre des médecins, les pharmaciens, des infirmières, les avocats, notaires et travailleurs sociaux demandent d'ailleurs au gouvernement de renvoyer la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir en cour d'appel. Ils remettent en question sa constitutionnalité en fonction des principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Carter. Il importe donc d'harmoniser les lois autour de l'aide à mourir et d'écouter ce qu'ont à nous dire les malades qui veulent le faire dans la dignité et au moment où ils le désirent. Restez là, nous vous en parlons tout de suite. Pour parler de l'aide à mourir, de l'harmonisation des législations qui l'entourent et de ce que veulent les malades, je rejoins Maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé en responsabilité médicale qui se consacre à la défense des droits des patients du système de santé. Bonjour. Bonjour. J'ai avec moi en studio le docteur Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour madame. Bonjour. Et j'ai aussi Noa Ben-Gayed, la directrice de recherche et développement de qualité des services de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Bonjour. Bonjour. Donc, Maître Ménard, on va commencer avec vous parce que vous avez affaire à la Cour aujourd'hui. Présentez-nous la cause que vous défendez, celle portée par Nicole Gladu et Jean Truchon, s'il vous plaît. Oui, alors je représente donc 2 personnes qui se sont fait refuser l'aide médicale à mourir parce qu'elles n'étaient pas en fin de vie. Ce sont 2 personnes qui ont des maladies physiques dégénératives, pas traitables, pour lesquelles il n'y a pas de traitement, des maladies qui sont incurables. Alors, ils sont rendus donc au bout de leur maladie. Par contre, vu qu'on ne peut pas fixer de moment prévisible de leur mort, ça les empêche d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Alors, on est donc devant les tribunaux pour ça. On conteste la loi fédérale et la loi provinciale qui établissent la nécessité d'avoir une mort ordinairement prévisible ou être en fin de vie. Parce que, suivant l'arrêt Carter de la Cour suprême, c'est pas un critère, c'est le critère de pronostic et pas un critère pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est le critère de souffrance extrême. Alors, les gens qui sont en souffrance extrême, qui sont en fin de vie ou pas, ont droit à l'aide médicale à mourir. Et l'ajout qu'on a fait dans la loi C14, de ce côté-là, nous apparaît inconstitutionnel. Oui, pourquoi c'est important de reviser ces lois et ces critères-là? Et la Cour suprême a tracé comme de façon très claire les paramètres qui doivent être suivis par les législatures provinciales et le gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral s'est écarté de ça. La province, elle avait déjà une loi, le Québec, mais qui ne correspond plus tout à fait à la norme élaborée par Carter. Alors, donc, il faut retrouver la mise à jour, mais le gouvernement ne le fait pas. Alors là, on va forcer une remise à jour de la loi québécoise et en même temps une sanction de la loi fédérale. Oui, pour les remettre à jour, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Écoutez, annuler tout simplement ces dispositions-là. Puis peut-être en prévoir d'autres plus flexibles qui vont mieux permettre à des gens comme mes clients d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Là, en fait compte, avait droit à l'aide médicale à mourir après la décision Carter. La fédérale, avec C14, il a coupé net leur
leur recours sans y prévoir de mécanisme d'appel ou de prohibition ou quoi que ce soit là-dessus. Alors, donc, on est venu au statu quo avant Carter. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, on demande que ce soit retiré de la restriction du fédéral. Et de même que le provincial de la Saint-Louis. Et qu'on est capable de procéder sans ça. L'analyse des dossiers. Et on doit l'aide médicale à mourir tous ceux qui sont en souffrance extrême, avec un état de débilitation avancé, des maladies graves et incurables. Alors, ça doit être suffisant. Avez-vous une bonne écoute des gouvernements, que ce soit le gouvernement québécois? Non. Ils nous ont forcé à aller recourir au tribunal. Il y a quelque chose de pas juste dans le fait que deux citoyens qui n'ont pas beaucoup de moyens doivent s'en prendre à deux gouvernements. Comme ça, on a la puissance de l'État contre nous. Hein. On vient de faire un procès là, de 22 jours. C'est pas encore fini, là. On a 22 jours de procès, c'est 22 jours aujourd'hui. Il n'y a pas un citoyen qui a les moyens de faire ça, là. Oui, mais c'est ni d'écoute de la part de Québec, ni d'écoute de la part du fédéral, ni l'un ni l'autre. L'un n'est pas plus. On se passe le bucket. C'est vraiment dommage. Ben, merci. Oui, c'est dommage. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Je suis toujours en compagnie du docteur Georges L'Espérance, donc le président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, et de Noa Ben-Gayed, la directrice de recherche de la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer. Donc, peut-être, docteur L'Espérance, la loi reste encore mal connue. En fait, ces deux lois restent mal connues 2 ans après son application. Pouvez-vous nous dire où nous en sommes maintenant concrètement et les principaux défis qu'il reste? Oui, je vous remercie parce que ça permet ainsi de remettre un peu la chronologie, mais maintenant à expliquer les enjeux actuels. Il faut se remettre, disons, pour faire l'histoire, et je vais prendre seulement quelques instants. En 1993, il y a Mme Sue Rodriguez en Colombie-Britannique qui a demandé l'aide médicale à mourir. Ça lui a été refusé, c'est allé jusqu'en Cour suprême. Mais la Cour suprême avait refusé le pourvoi à 5 contre 4. Ça veut dire qu'il y avait déjà 4 juges à l'époque qui étaient pour l'aide médicale à mourir, si on peut dire ça de même. Ça a pris une autre cause en Colombie-Britannique, Mme Taylor et Mme Carter qui s'est joint, la famille de Mme Carter qui se sont joints en 2012 en Colombie-Britannique pour demander l'aide médicale à mourir. Et à ce moment-là, la juge Smith, qui a fait un travail absolument remarquable, qui a été d'ailleurs souligné par la Cour suprême, a dit les dispositions du Code criminel, l'article 241 et l'article 14, qui interdisent l'aide médicale à mourir, donnée par un médecin ou par qui que ce soit d'autre, et aussi qui interdisent l'aide au suicide, sont des articles qui sont inconstitutionnels parce qu'ils ne protègent pas le droit à la vie. Ça paraît un peu curieux de dire que l'aide médicale à mourir protège pas le droit à la vie. Mais en fait, c'est que la juge Smith avait écrit à cette époque-là que ça obligeait des gens à se suicider eux-mêmes alors qu'ils avaient encore des belles semaines ou des beaux mois à aller devant eux parce qu'arrivait un moment où ils n'étaient plus capables de se suicider eux-mêmes. Ça a donc été jugé inconstitutionnel selon l'article 1 et l'article 7 de la Charte des droits. C'est allé en pourvoi en cour d'appel. La Colombie-Britannique a contré, si vous voulez, la juge Schmidt et la cour d'appel de Colombie-Britannique a dit non, ça c'est un mauvais jugement. C'est allé jusqu'en Cour suprême et c'est là où en Cour suprême, le 6 février 2015, que la Cour suprême, à l'unanimité, dans un jugement qui a été signé la Cour et non pas du nom de tous les juges, c'est ce qu'il y a de plus haut dans notre système. Et donc, la Cour suprême a dit les 2 articles du Code criminel sont non constitutionnels, sont inconstitutionnels en regard de la Charte des droits. Et la Cour a donné 12 mois, en fait 1 an, au fédéral pour changer la loi, le Code criminel. À ce moment-là, au Québec, nous avions déjà la loi sur les soins de fin de vie
incluant l'aide médicale à mourir, suite à la commission des Mourir dans la dignité par Madame Véronique Yvon. Et donc, nous avions ici une loi, mais qui devait être faite dans le strict recours des soins de santé. Et c'est pourquoi, au Québec, il a été indiqué dans la loi que les patients devaient être en fin de vie. Mais en fait, les critères qui ont été repris par la loi du Québec revenaient des critères qui avaient déjà été employés aux Pays-Bas et en Belgique, qui ont des lois depuis une vingtaine d'années, et aussi reprenaient certains critères de la juge Smith. Maître Ménard en a parlé, mais retenons les deux principaux, une maladie incurable et qui amène des souffrances intolérables. Et donc, au Québec, on avait cet élément de fin de vie. On s'est entendu au Québec pour dire que ça devait être en quelques jours à quelques mois, à l'intérieur d'un an. Est arrivé le jugement de la Cour suprême. Et là, la Cour suprême a dit non, c'est anticonstitutionnel. Excusez-moi. Donc, ils ont donné au gouvernement fédéral l'obligation de changer la loi, le code criminel, en 12 mois. Et c'était le gouvernement Harper. Ils ont rien fait. Le gouvernement Trudeau est arrivé au pouvoir. Il y a eu une rallonge. Et à partir de juin 2016, le code criminel a été changé. Mais ce que le gouvernement fédéral a fait, en plus des critères de la Cour suprême, dont on mentionnait tout à l'heure, ils ont ajouté le critère de mort naturelle raisonnable prévisible, ce qui est un terme qui a été mis là probablement par des avocats, mais qui est certainement pas médical. Ce qui fait que depuis 2016 maintenant, tous les médecins parce que c'est les médecins qui appliquent ça, tous les médecins sont dans le flou le plus absolu. Quelle est la définition d'une fin de vie? Quelle est la définition d'une mort raisonnablement prévisible? J'ai déjà dit en boutade, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, la mort raisonnablement prévisible, ça commence à la naissance. Tout le monde va mourir un jour. Donc, on est dans cette espèce de flou. Et quand Maître Ménard dit que les gouvernements ne donnent aucune chance, c'est exactement ça. Le Québec aurait pu faire changer sa loi. Le gouvernement fédéral aurait pu modifier sa loi quand il y a eu des tollés partout disant que ça n'avait pas de sens, ce critère. Et pourquoi c'est anticonstitutionnel? Parce que ça ne respecte pas le jugement de la Cour suprême. Et je termine là-dessus. Le jugement de la Cour suprême parle de ce qu'on a dit, maladie incurable, etc., où il y a des souffrances intolérables en regard de ce que le patient ressent pour lui-même, pas en regard de ce que le médecin pense ou la famille ou le curé ou qui vous voudrez, mais en regard de ce que le patient pense pour sa dignité de vie. Et la Cour suprême a eu quelques mots comme ça dans ces divers paragraphes qui remettent vraiment la question au centre du patient. C'est le patient qui doit décider. Alors c'est pour ça que ces deux personnes sont en cours maintenant pour faire invalider ces articles. On espère bien que ça va aller jusqu'en Cour suprême. Je dois préciser que Maître Ménard et son bureau, ils sont 3 avocats dans ça, avec Maître Ménard, travaillent pro bono, de la même façon que nous, à l'Association québécoise, nous sommes soutenus par la firme Langlois, qui agissent aussi pro bono dans toute cette cause. Oui. Voilà, c'est ça, c'est pour cadrer là où nous en sommes maintenant. Oui, c'est un beau résumé. Madame Ben-Gayed, en campagne électorale, François Legault s'était montré ouvert à l'idée d'élargir l'accès à de l'aide à mourir, notamment pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie cognitive apparentée. Pour l'Alzheimer, la moitié des malades reçoivent un diagnostic tardif et donc le début de la maladie ne coïncide pas avec le diagnostic, ce qui pose un défi pour planifier l'avenir ou la fin de vie pour ces malades. Effectivement, comme vous l'avez très bien mentionné, le gouvernement de François Legault s'était engagé en campagne électorale et ça c'était notamment suite au pléa qu'avait fait le député à ce moment-là de Granby, François Bonnardel, donc actuel ministre des Transports, pour sa mère qui est donc atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il y avait également le cas médiatisé de Michel Cadotte qui est actuellement en cours et c'était tout finalement ces facteurs qui ont un petit peu poussé à ce moment-là le gouvernement de la CAQ à se montrer ouvert à l'éventualité d'ouvrir l'aide médicale à mourir pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il faut se rappeler à la base pourquoi elles n'ont pas été incluses dans l'aide médicale à mourir ou en tous les cas dans dans la loi de soins de fin de vie, parce qu'il y a le critère d'aptitude à consentir aux soins. Ça c'est un des critères qui doit être respecté pour accorder l'aide médicale à mourir. Et dans un contexte de maladie d'Alzheimer, malheureusement les personnes n'ont pas cette capacité à consentir aux soins, arriver à un stade de fin de vie. Là on parle pas au début de la maladie. Puis comme vous le mentionnez très bien, 50% des personnes qui reçoivent un diagnostic de la maladie d'Alzheimer le reçoivent
reçoivent à un stade modéré à avancé. Donc, ce qui fait que les personnes sont déjà à un stade avancé de la maladie et elles ne sont plus peut-être capables de consentir à des soins, de prendre des décisions telles que ça peut être le mandat de protection, ça peut être les directives médicales anticipées, ça peut être également le choix de l'hébergement, le choix de la médication. Donc, ça a des conséquences sur la personne. Et puis, forcément, encore plus quand il s'agit d'aide médicale à mourir. Ouvrir l'aide médicale à mourir également pour des personnes atteintes ouvre un certain nombre de défis. Qui va prendre cette décision? S'il n'y a pas de directives médicales anticipées qui ont été consenties lorsque la personne était apte à prendre cette décision. Est-ce que ça va être la personne via ces directives médicales anticipées? Est-ce que ça va être la famille, le proche aidant, le curateur public, dans le cas où justement c'est une curatelle? Est-ce que également, quand il y a une personne isolée, qui va prendre cette décision-là? Aussi, est-ce que lorsque dans une famille, plusieurs membres de la famille sont en accord, d'autres en désaccord, qui prend la décision? C'est des personnes qui sont vulnérables et donc forcément ça peut ouvrir la porte à de nombreux abus. C'est pour ça que c'est des personnes qui n'ont pas été incluses dans l'aide médicale à mourir en tant que telles, mais qui ont été par contre incluses via les directives médicales anticipées. Une personne qui est apte à consentir aux soins peut rédiger des directives médicales anticipées pour qu'en cas d'inaptitude, notamment dans le cas de troubles cognitifs majeurs tels qu'une démence de type Alzheimer, la personne peut avoir refusé ou accepté un certain nombre de soins qui vont prolonger ou réduire sa durée de vie. Oui, docteur L'Espérance, je voudrais rappeler les critères fédéraux pour obtenir l'aide médicale à mourir. La C14 retient pas la notion de fin de vie, mais plutôt de critères, vous l'avez dit, de mort raisonnablement prévisible. Mort raisonnablement prévisible. Oui. Et introduit l'obligation légale d'un délai de 10 jours entre le moment de la demande d'aide médicale à mourir et le moment où elle sera effectuée. Pourquoi, selon vous, c'est inacceptable, ces deux critères-là? Le premier, on l'a vu, mais la deuxième, ce délai de 10 jours. Le délai de 10 jours fait un certain sens pour des gens comme par exemple Mme Gladu et M. Truchon, qui ont une maladie chronique depuis longtemps, donc n'ont pas trop de problèmes. Mais la personne qui est rendue dans les derniers retranchements de sa maladie, 10 jours ne veut rien dire. D'ailleurs, il y a un sous-paragraphe dans le même article de loi qui indique que le délai de 10 jours peut ne pas être respecté si le médecin juge que la personne devient inapte, par exemple, si elle prend une médication qui lui diminue un peu son aptitude. Et tout le résumé a parfaitement été bien fait sur les directives médicales anticipées. Oui. Il faut rappeler cependant qu'avant que C14 soit passé au fédéral, il y avait eu un comité mixte, députés et sénateurs, qui avait indiqué dans leur recommandation 7, entre autres, que les gens qui avaient une pathologie cognitive diagnostiquée de ce moment-là, mais qui avaient encore toute leur aptitude, devraient pouvoir avoir le droit de demander l'aide médicale à mourir dans leur directive médicale anticipée, ce qui a été refusé par le gouvernement. Je dois préciser aussi pour tous vos auditeurs qu'il n'est aucunement question, ni par l'association, ni par la Société Alzheimer, ni par qui que ce soit, de donner de l'aide médicale à mourir chez des patients qui ont déjà des troubles cognitifs et qui seraient inaptes, parce que là, on tombe dans l'eugénisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. On se comprend. Les directives médicales, l'aide médicale à mourir dans les directives médicales anticipées devrait être admissible pour les gens qui, au moment où ils le décident, sont tout à fait aptes à prendre cette décision. Maintenant, c'est facile à dire. L'opérationnalisation, comme ça vient d'être dit par ma collègue ici, est beaucoup plus difficile parce que qui va décider, quand est-ce que le médecin va te faire, etc., etc. Mais ce sont des questionnements qu'on doit faire, et il y a certainement des solutions progressives qui peuvent être mises de l'avant. Les deux autres problèmes qui touchent aussi l'aide médicale à mourir, c'est l'aide médicale à mourir chez les mineurs et aussi chez les patients avec des problèmes de santé mentale. Et ça, c'est en évolution. Il n'y a pas de données fermes sur la science là-dessus, mais c'est en évolution. Et probablement que le moins difficile à régler, ce serait chez les mineurs matures, entre 14 et 18 ans, qui ont des pathologies souvent extrêmement graves et délabrantes. Oui, il y a une réflexion à faire, mais il y a de l'information aussi à donner. Est-ce que les professionnels de santé sont assez informés? Est-ce que les familles sont assez informées? Pour l'aide médicale à mourir, écoutez, nous, à l'association, je ne peux juger que par les gens qui téléphonent, mais évidemment, ceux qui téléphonent sont ceux qui, par définition, ont besoin de renseignements. Les lois ne sont pas très divulguées, je dois dire, et c'est particulièrement vrai pour les directives médicales anticipées. En dehors de tous les problèmes de troubles cognitifs, les directives médicales anticipées, actuellement, dans le registre du Québec, il doit y avoir peut-être maintenant autour de 50 000 sur 8 millions de population. Bon, enlevons les enfants, etc., là, mais il reste quand même que
c'est un chiffre absolument minime. Le gouvernement a fait beaucoup plus de publicité sur le cannabis que sur les directives médicales anticipées, alors que ça touche tout le monde. Oui. Et c'est exactement le même constat qu'on a. On entend beaucoup parler d'aide médicale à mourir. C'est quelque chose que les familles désirent avoir pour leurs proches atteints de maladie d'Alzheimer, mais on n'entend pas du tout parler. Ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une directive médicale anticipée. Et les médecins aussi, c'est le même constat. Donc, vous voyez toute la sensibilisation encore à avoir. Je tiens quand même à souligner que depuis maintenant 2 ans, il y a eu une recherche au niveau de l'Université de Sherbrooke par professeur Gina Bravo, qui avait été notamment financée par le programme de recherche de la Société Alzheimer pour évaluer quel était le degré d'acceptabilité de l'aide médicale à mourir chez des proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, ça a été fait ici au Québec. Et puis, les résultats ont été quand même très concret, à savoir que plus de 91% des proches aidants qui ont été interrogés étaient d'accord pour administrer l'aide médicale à mourir à leurs proches atteints d'Alzheimer s'il y avait des directives médicales anticipées. Et ce chiffre diminue à 72% sans directive médicale anticipée. Donc, bien sûr, il y avait dans le cadre de cette recherche également un sondage auprès des médecins et des infirmiers. Les résultats sont beaucoup moins élevés, même s'ils sont d'accord avec l'aide médicale à mourir, mais pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, on voit quand même qu'il y a une différence entre des proches et des professionnels de la santé. Et puis, elle mène également la même étude maintenant au Canada. Donc, c'est important de suivre, je pense, ce genre de recherche. Et puis, la commission également de soins de fin de vie doit émettre un rapport pour les recommandations, justement, d'élargir l'aide médicale à mourir pour des personnes atteintes lorsqu'en présence, donc, de directives médicales anticipées. Puis, je pense que ça va être des recommandations qui vont être très attendues. Il faudra peut-être ouvrir le débat plus largement, mais je pense qu'il faut vraiment mettre des balises et surtout accompagner les personnes pour qu'elles puissent d'une part vivre dans la dignité et par la suite mourir dans la dignité. Donc ça passe forcément par des soins palliatifs adaptés et surtout développés et puis qui soient vraiment disponibles et offerts à cette population-là. Et que tout le monde soit bien informé. Oui, il y a un élément paradoxal aussi qu'on peut rajouter là-dessus, c'est que toute personne, même avec des problèmes cognitifs, qui a déjà fait ses directives médicales anticipées avec la famille autour, avec des gens qui s'occupent d'eux, peuvent refuser par les directives médicales anticipées tout traitement, même les traitements qui vont les maintenir en vie. Et ça, c'est accepté, c'est constitutionnel. Tout le monde accepte ça. Mais on ne peut pas, une personne ne peut pas demander l'aide médicale à mourir alors qu'elle pourrait se laisser mourir de faim ou d'autres types de morts assez désastreuses. Donc, il y a un élément paradoxal ici là que l'on doit absolument repenser, réfléchir à nouveau et trouver une solution à ça. Oui, parce que la demande d'aide médicale à mourir fait pas partie des directives médicales anticipées. C'est pas autorisé en ce moment par la loi du Québec. Exactement. Donc, et même dans le mandat de protection également, on ne peut pas demander l'aide médicale à mourir. Exact. Qu'est-ce que le cadre législatif devrait inclure? Donc, revoir cette partie-là. Mais pour les personnes malades et souhaitant l'obtenir qui figurent pas aujourd'hui dans les lois? Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut d'abord que le code criminel, d'abord que le Québec s'adapte à la loi fédérale, premièrement, qui est un petit peu plus large, et deuxièmement que la loi fédérale devienne constitutionnelle, savoir qu'elle suive le jugement de la Cour suprême. Déjà, si on faisait ça, on aurait un grand chemin de fait. C'est-à-dire que les gens qui ont des pathologies chroniques, quelles qu'elles soient, sclérose en plaques, maladie de Lou Gehrig, etc., pourraient avoir l'aide médicale à mourir au moment où elles le désirent et quand elles en sont encore capables de faire la demande. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, à mon avis, sur lequel on va devoir se pencher beaucoup, c'est l'aide médicale à mourir dans les directives médicales anticipées telles qu'on vient d'en parler. Et ça, il y a du chemin à faire parce que, comme ça a été souligné tout à fait avec une grande justesse, c'est facile de le dire, mais l'opérationnalisation est beaucoup plus difficile à faire, mais il faut y arriver. Oui, la Société d'Alzheimer du Canada s'est donnée d'une charte pour protéger les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, rédigée par des personnes avec la maladie.
Effectivement, oui, ça a été mis en place par un comité aviseur de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et ils ont défini 7 droits fondamentaux dans une charte donc qu'on a publiée en septembre dernier. C'est d'avoir les mêmes droits légaux et civiques que n'importe quel Canadien. C'est également d'avoir droit à des soins donnés par des professionnels qui sont formés. C'est également le droit de ne pas subir de discrimination. Donc c'est un certain nombre de droits qu'ils ont évoqués, qu'ils ont voulu mettre dans une charte pour que nous, par la suite, on puisse également les défendre, que ce soit via des commissions parlementaires, via des relations gouvernementales. Et effectivement, c'est tout le paradoxe en fait de cette charte, d'avoir les mêmes droits que n'importe quel Canadien, mais on leur refuse l'aide médicale à mourir. Donc, il y a du chemin encore à faire. Je suis pas légiste pour vous dire qu'est-ce qui doit être changé au niveau de la loi, mais entre-temps, la Société Alzheimer, elle est là pour accompagner les personnes dans les choix qu'ils font, pour leur assurer une dignité au niveau de leur vie, un respect de leurs droits, et puis ça dès le diagnostic et jusqu'à la fin de vie. Oui, docteur L'Espérance, pour finir, quelles sont les embûches actuelles à la liberté de choix et de l'accessibilité de l'aide à mourir? Les embûches que vous voyez là concrètement? Actuellement, c'est la plus grosse embûche, c'est la définition de C14 dans la mort naturelle raisonnablement prévisible, qui exclut pratiquement d'emblée tous les gens comme Madame Gladu, Monsieur Truchon, qui ont des pathologies chroniques dégénératives, non pas cognitives, mais neurologiques dégénératives la plupart du temps. Alors que dans l'affaire, par exemple, Madame Carter, c'était une maladie musculo-squelettique, ça n'avait rien à voir avec une pathologie où la mort naturelle était raisonnablement prévisible à court terme. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Il faudra au moins que le code criminel respecte la Constitution et respecte donc la charte, c'est la première étape. La deuxième étape, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les directives médicales anticipées et l'aide médicale à mourir. Ça se fera pas en dedans d'une semaine en criant ciseaux, c'est clair, mais il y a une réflexion à faire là-dessus. Je crois que nous sommes rendus là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense l'élément le plus, en tout cas le moins difficile à faire, c'est pour les mineurs matures, donc de 14 à 18 ans avec des pathologies graves. Et puis après ça, les patients psychiatriques, c'est une toute autre problème. Enfin, les patients avec problèmes de santé mentale, c'est une toute autre problématique, mais à laquelle on va devoir aussi faire face, ne serait-ce que pour le même point, c'est-à-dire que les gens avec des pathologies de santé mentale ont les mêmes droits que toute autre personne. Et je voudrais encore une fois insister pour dire, surtout en présence ici de ma collègue, là, il n'est pas question d'ouvrir l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont déjà des problèmes cognitifs et qui n'ont pas fait leur demande médicale à mourir. Ça, il faut que la société s'en occupe jusqu'à ce que leur mort naturelle survienne. Ça m'apparaît extrêmement clair. Et il faut le dire et le redire parce que c'est un épouvantail qu'on se fait souvent mettre devant les yeux. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie du docteur Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, et de Noua Ben-Gayed, la directrice de recherche et développement et qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche et la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission, rester à l'écoute de nos rediffusions de cette semaine ou vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse à sciencepresse.qc.ca. Et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine.